Tic, tac. Tic, tac, tic, tac. Tic, tac. 1810, année prolifique. Publication du Code pénal en février, mariage de Napoléon et Marie-Louise en avril, création de la société Peugeot en juin, inauguration de la colonne Vendôme en août, tsunami à Boulogne-sur-Mer en septembre et surtout, parution en octobre du décret relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Ce texte, précurseur du droit de l'environnement, permet aux juges administratifs de connaître des recours dirigés contre les autorisations d'installation classées. Et depuis 1810, le juge administratif se soucie d'écologie. Pourtant, malgré la consécration d'un principe de non-régression en matière d'environnement, qui veut que sa protection fasse l'objet d'une amélioration constante par les textes, les choses s'aggravent, ce qui laisse au juge administratif toute sa place pour garantir l'effectivité de ce principe. Et depuis quelques années, il est sur tous les plans, et le nombre de décisions rendues en matière environnementale ne cesse d'augmenter pour offrir une protection juridictionnelle à tout ce qui nous entoure. À la faune que nous observons et que nous mangeons, à la flore que nous admirons et que nous mangeons, à l'eau que nous buvons, dans laquelle nous nous baignons et dans laquelle nagent les animaux que nous mangeons, à l'air que nous respirons, à la terre qui nous nourrit. Mais laissons ce point de vue anthropocentré et observons la manière dont le juge administratif a protégé ce qui nous entoure. L'air, tout d'abord, en luttant contre sa pollution, la terre, ensuite, en préservant les espaces naturels, l'eau également, en protégeant le milieu marin, et le feu, enfin, qui symbolise le réchauffement climatique et qui a été récemment combattu par 2 récentes décisions du tribunal administratif de Paris et du Conseil d'État. Bon voyage, parmi les éléments. Tic, tac, tic, tac. Tic, tac, tic, tac. Au tournant du XXe siècle, Alphonse Allais s'interroge dans son journal. Ne pourrait-on pas agir pour l'air comme on fait pour l'eau, c'est-à-dire amener à Paris de l'air propre, de même qu'on y conduit de l'eau pure ? Un siècle plus tard, la question se pose toujours. Mais à la demande du Conseil d'État, le gouvernement doit désormais apporter une réponse. Et pas seulement pour Paris, car à Grenoble, Lyon, Marseille, Reims, Strasbourg, Toulouse ou Fort-de-France aussi, on respire mal. L'air n'y est pas plein du frisson des choses qui s'enfuit, cher à Baudelaire. Il est plein de dioxyde d'azote et de particules fines. En 2017, le Conseil d'État a donc enjoint au gouvernement d'élaborer et de mettre en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air, avec un objectif clair, ramener les concentrations de ces polluants en dessous des valeurs limites fixées par la réglementation européenne. En 2020, le Conseil d'État constate néanmoins, après avoir donné une injonction en ce sens à l'État, que cette injonction n'a pas reçu l'écho attendu. Dans ces différentes zones de France, on tousse toujours. Il décide alors de soumettre l'État au paiement d'une astreinte de 10 millions d'euros, si rien n'est fait dans les 6 mois. La décision est inédite. Jamais le juge administratif n'avait imposé à l'État une somme aussi importante pour le contraindre à s'exécuter. Des mesures sont alors envisagées, certes, mais face à l'urgence, face à la gravité des conséquences pour la santé publique, le Conseil d'État ne se satisfait pas de leur mise en œuvre incertaine, ni du temps long qui lui est proposé. Au mois d'août dernier, il a donc mis sa menace à exécution. Il a condamné l'État au paiement de l'astreinte de 10 millions d'euros. Cette somme ira à différentes associations ou agences chargées de la défense de l'environnement ou de la protection de la santé, et notamment à l'association Les Amis de la Terre, à l'origine de l'action. Et le Conseil d'État a d'ores et déjà annoncé qu'il n'en resterait pas là. Au début de l'année prochaine, il réexaminera les actions entreprises par le gouvernement au cours du second semestre 2021 et ordonnera au besoin le paiement d'une nouvelle astreinte. Car ici,
au Palais Royal, on sait que la qualité de l'air a un prix. Il se mesure en vie. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Elle est chère à tous ceux qui s'aiment en marchant. Elle offre un lit de mousse au pâtre. Frileuse, elle se chauffe au soleil éternel, rit et fait cercle avec les planètes du ciel comme des sœurs autour de l'âtre. Célébrée par Hugo, berceau et tombe des hommes, la terre est associée à la fois à la dureté, à l'immobilité et à la fécondité. Le Conseil d'État est particulièrement attentif à sa protection. Couvrant près de 7 millions d'hectares, le réseau Natura 2000 occupe à ce titre une place essentielle. Institué par le droit communautaire, ce réseau vise à assurer la survie des espèces et des habitats particulièrement menacés. Il protège des sites aussi variés que la chaîne des Puys, le massif des Maures ou la baie du Mont-Saint-Michel. L'évaluation des incidences d'un projet d'urbanisme doit tenir compte à la fois des objectifs de conservation des sites et des mesures prévues pour supprimer ou réduire les effets dommageables du projet. Le Conseil d'État est également attentif aux effets de l'annulation d'une décision de préemption en matière d'espaces protégés. La haute juridiction a été récemment saisie d'une affaire portant sur les parcelles de l'île aux Moines, celle de la Loire et non la Bretonne. Il a été décidé qu'il appartient au juge administratif de vérifier que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à la préservation et à la mise en valeur de sites remarquables. Enfin, la faune bénéficie elle aussi d'une protection appuyée. Chasse de la tourterelle des bois, chasse à la glu pour la capture des grives et des merles, effarouchement renforcé de l'ours brun dans les Pyrénées en ont été, au cours des derniers mois, les victimes successives. Seule une action résolue du juge administratif en ce sens permettra d'éviter que la terre ne devienne, selon les mots de Louis-René Desforêts dans Ostinato, un charnier où le bruit de nos pas sonne aussi creux que le bruit des morts. Tic-tac, tic-tac. 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 Sur la dune de l'océan, rien ne donne l'époque. On se croirait aux premiers âges du monde. Jean Cocteau ne reconnaîtrait pas le Pilat. L'époque a laissé ses marques. Les premiers âges du monde marin sont loin. Le juge administratif tâche d'en repousser les derniers. Pour cela, la science est sa boussole. Toutes les sciences. Les mathématiciens modélisent l'érosion du trait de côte de l'estuaire de la Loire. Qu'à cela ne tienne, pour le Conseil d'État, le principe de précaution s'applique. Il arrive même que la prudence du juge devance les connaissances scientifiques. En 1970, le Conseil d'État consacrait la théorie du joyau et de l'écrin. L'écologie, depuis, l'a validée. Pour protéger les zones cœurs les plus riches en biodiversité, le joyau, il faut aussi préserver l'écrin, des zones moins riches, tampons, mais essentielles. 50 ans plus tard, cette corde est plus que jamais à son arc. Pour sauver le banc d'Arguin, dont les contours fluctuent au gré du vent et de la mer, le Conseil d'État a une fois de plus validé l'écrin, une réserve naturelle, et le parc naturel marin du bassin d'Arcachon, si cher à Cocteau. Interdiction de la plaisance et de la pêche à la ligne dans les vagues de nuit, limitation du mouillage de jour, l'atteinte portée aux activités humaines, touristiques, économiques, est proportionnée au regard de l'enjeu. Le Conseil d'État veille au grain. Mais il ne peut pas tout, car à trop plier, la justice risquerait de rompre. C'est pourquoi le juge administratif impose aussi les limites de ses pouvoirs, quitte à ce que les préservations des éléments marins lui filent entre les doigts. Son contrôle est restreint sur les autorisations d'exploiter les carrières marines, même lorsqu'elles sont proches de la zone Natura 2000 de l'île de Noirmoutier. Surtout, dans le golfe de Gascogne, le juge des référés ne suspendra pas la pêche, malgré les échouages massifs de dauphins. Hélas, ou bien cette mesure est prise 4 mois par an, année après année, et elle n'est pas provisoire, ou bien elle est adoptée ponctuellement, mais elle n'est pas efficace. Dans les deux cas, cette mesure excède l'office du juge des référés.
sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence climatique dont il était saisi. Tic-tac. 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 Il brûle, détruit, affame, assèche. Le réchauffement climatique produit déjà des conséquences irréversibles. Mais lutter contre le feu présente ce paradoxe qu'il faut agir maintenant pour dans longtemps. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures très rapidement, mais dont les effets ne pourront être appréciés que dans plusieurs années. Paradoxe aisément surmonté par le Conseil d'État dans ses décisions dites communes de grande sainte. Dans cette affaire, le juge était saisi du refus de l'État d'adopter des mesures complémentaires pour atteindre les objectifs fixés lors de la COP21 d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Dans une décision du 19 novembre 2020, le Conseil d'État a d'abord laissé au gouvernement un délai de 3 mois pour justifier de la compatibilité de ce refus avec l'accord de Paris. La réponse apportée n'a pas convaincu. Le 1er juillet dernier, le juge a considéré que cette décision et que ce refus était illégal en ce que les mesures actuellement mises en œuvre ne permettront pas d'atteindre les objectifs fixés. Il a donc laissé à l'État un délai de 9 mois qui expire le 31 mars 2022 pour adopter les textes nécessaires. Le feu est également combattu du côté du tribunal administratif de Paris, qui a été saisi en 2019 de l'affaire du siècle, recours qui visait à lui faire reconnaître l'existence d'une carence de l'État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce recours a porté ses fruits, puisque le 3 février dernier, le tribunal a reconnu l'existence d'une telle carence et d'un préjudice écologique. Le feu est-il pour autant complètement maîtrisé ? Les défis ne manquent pas pour le juge administratif et les recours environnementaux vont se multiplier. La hausse du niveau de la mer qui posera vraisemblablement des problématiques en matière d'urbanisme sur le littoral, l'encadrement des émissions de gaz polluants, les réglementations de chasse, de pêche, et quelle réponse sera apportée par l'État le 31 mars 2022 ? Et quelle suite sera donnée à l'affaire du siècle ? Les questions ne manquent pas. Mais ce qui est certain, c'est que les décisions que nous venons d'évoquer démontrent, s'il en était besoin, la force du droit face à des enjeux tels que le réchauffement climatique. Il mérite bien qu'on lui consacre une nuit, et nous, avocats, qu'on lui consacre nos jours. Tic-tac. 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 Merci beaucoup, bravo à tous les quatre. Je crois qu'on peut les citer: Laure Colonna-Distria, Nicolas Guerrero, Quentin Régnier, Andrea Londonio Lopez. Bravo à vous, merci.